Depuis ce mercredi, le processus de désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante a bel et bien débuté. Les confessions religieuses ont 14 jours pour désigner le nouveau président de la CENI. En Ituri, la situation des enfants dans les camps de réfugiés inquiète. Le programme national de nutrition évoque une moyenne de malnutrition d'à peu près 11%. Ils exigent une réaction du gouvernement avant qu'il n'arrive le pire. Des bonnes nouvelles dans le Nord Kivu par contre, où des dizaines des miliciens ont déposé les armes. C'est le gouvernement militaire qui a présenté ses résultats de l'état de siège à la presse. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est ce mercredi que débute le processus de désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante. Selon le chronogramme concocté par l'Assemblée nationale, les confessions religieuses ont jusque 14 jours pour trouver un consensus et désigner les successeurs de Corneille Nangaa. Au cours de la plénière de ce mardi 13 juillet 2021, l'Assemblée nationale a dévoilé le calendrier de la désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante. Selon ce chronogramme, les confessions religieuses ont 14 jours pour trouver un consensus des désignations du successeur de Corneille Nangaa, car ce processus de désignation de membres de la CENI débute ce mercredi et va s'achever le 17 août 2021 avec la transmission de la liste des personnes désignées et entérinées par la Chambre basse et au président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi, pour investiture. Les composantes ont jusqu'au mercredi 28 juillet pour déposer les PV de désignation et les pièces y afférentes afin de permettre à l'Assemblée nationale de jouer son rôle d'entérinement. En tant que chambre législative, l'Assemblée nationale a prévu à travers cette loi organique la mise en place d'une commission paritaire majorité-opposition pour examiner les dossiers individuels des personnes désignées au regard des conditions et critères prescrits par la loi. Et en vertu de l'article 12 de la loi organique, la CENI est composée de 15 membres désignés par les forces publiques représentées à l'Assemblée nationale et la société civile en raison de 6 membres pour la majorité, 4 membres pour l'opposition et 5 membres par la société civile, dont 2 par les confessions religieuses, 2 par les organisations spécialisées en matière électorale et 1 les organisations féminines des défenses des droits de la femme. Président Christophe Mbosso a fait observer que cette composition tient compte de la représentation équitable des femmes et des jeunes. Et le calendrier se présente de la manière suivante. Du 14 au 27 juillet 2021, examen des dossiers des calendriers par les composantes. 28 juillet 2021, dépôt des PV et désignation des dossiers des candidats retenus. 29 juillet 2021, mise en place de la commission mixte paritaire majorité-opposition chargée de l'examen des dossiers individuels des candidats désignés au regard des critères et conditions prescrits par les articles 10, 13 et 24 de la loi organique sur la CENI. Du 30 juillet au 3 août 2021, examen des dossiers des candidats par la commission paritaire. 14 août 2021, dépôt du rapport de la commission paritaire au bureau de l'Assemblée nationale. 6 août 2021, examen et adoption en plénière des conclusions de la commission paritaire. Du 9 au 13 août 2021, retrait et substitution éventuelle par les composants de membres non entérinés par la plénière. Et 17 août 2021, transmission de la résolution d'entérinement, rapport au président de la République pour investiture de membres de la CENI. Pendant ce temps, les députés nationaux, membres de Ensemble de Moïse Katumbi, restent déterminés à faire échec à ce qu'ils qualifient de trahison et de tentative d'arbitraire à travers la proposition de loi Tiani. Dans une déclaration ce mercredi, ils appellent le nouveau bureau de l'Assemblée à s'abstenir d'inscrire cette loi dans le calendrier des travaux et appellent le peuple à rester vigilant et prêt à se mobiliser afin de barrer la route à cette tentative de réduire les droits et libertés des citoyens congolais. La proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, mais non encore inscrite au calendrier des travaux. Cependant, l'opinion publique demeure divisée sur cette question pour les députés nationaux membres d'Ensemble de Moïse Katumbi Chapwe. Il n'est nullement pas question que cette loi, qualifiée de discriminatoire, soit inscrite
au calendrier car elle viole de manière intentionnelle certaines dispositions des instruments internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ainsi, ces élus sont déterminés à faire échec à ce projet de loi mal intentionné. Si on va dans la logique de notre Constitution, ce texte passerait uniquement si on a eu le courage de modifier le texte. L'opportunité, 2 ans avant les élections, des réformes aussi importantes que celles-là, on ne les fait pas comme ça, on se réveille le matin. C'est peut-être ça aussi la raison du débat. On ne peut pas se réveiller le matin, un problème qui touche le Congolais, tous les Congolais, on dit qu'on va le faire individuellement, non. Les élus d'ensemble appellent au sens des responsabilités des tireurs des ficelles, car estiment-ils que cette loi est de nature à polluer les climats politiques en RDC. À cet effet, ils appellent le bureau de l'Assemblée nationale à s'abstenir d'inscrire cette proposition au calendrier au risque des conséquences néfastes. Nous sommes dans l'union sacrée. Si les valeurs que nous défendons sont respectées, nous y sommes. Si ces valeurs ne sont pas respectées, nous disons au revoir. Les élus d'ensemble appellent le peuple à rester vigilant et prêt pour une mobilisation générale. Le ministre de l'économie nationale tient, coûte que coûte, au respect du juste prix des produits surgelés. Jean-Marie Kalumba a encore reçu dans son cabinet de travail les autorités de la DGM, CVM, les lignes maritimes congolaises, ainsi que la mairie de Matadi. Leur échange a tourné autour des taxes impactant le prix de produits surgelés. Jean-Marie Kalumba Yuma, ministre de l'économie nationale, qui jusque-là fait du juste prix de produits surgelés, le secret de son combat. Il est déterminé à aller jusqu'au bout de sa logique. Jean-Marie Kalumba Yuma a mis face à face les importateurs de produits surgelés, la DGM, la CVM, les lignes maritimes congolaises, ainsi que la mairie de Matadi. L'atmosphère était pesante pour Sosimex, American Food, Sokin et autres qui ont été dans l'impossibilité de soutenir leur argumentaire devant ceux qu'ils ont accusés de percevoir les taxes impactant les prix de produits surgelés. Sans alibi, les importateurs se sont retrouvés dos au mur et l'application de prix annoncés devient inéluctable. Son Excellence, Monsieur le Ministre, nous a présenté ce qui a été structure de prix présentée par nos frères importateurs de Chinchard et autres produits. Et devant caméra, le ministre de l'économie les a brièvement enseignés, mathématiquement parlant. Et vous saviez que, point n'est besoin de tout vous dire, mais la pratique mathématique que le ministre venait tantôt de faire, je dirais, le chef de l'État a fait un bon choix. J'ai éprouvé devant son Excellence, Monsieur le Ministre, que ce qui était écrit n'était ni perçu par la province du Congo central, ni par la ville de Matadi. Ainsi, dans un délai de 48 heures, les importateurs devront se prononcer après un travail rigoureux avec les experts du ministère de l'économie. Dans un autre secteur relatif à la production locale et de l'industrie manufacturière, ont été aussi reçus par Jean-Marie Kalumba afin d'envisager une collaboration qui règle la question de la concurrence déloyale, de la fiscalité, de la parafiscalité qui menace leur pérennité. Les directeurs généraux de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieux ruraux et périurbains ANSER a procédé à la signature des bons de commande avec les entreprises Altec, Orange Énergie et B-Box. Selon Idelbad Shinamula, ces entreprises ont été sélectionnées dans le cadre des projets pilotes portant sur la recherche en lien avec l'opérationnalisation du fonds Mwinda. Ce projet qui vise à desservir en électricité 15 millions de personnes vivant dans les milieux ruraux et périurbains d'ici 2023-2024 va contribuer à la vision du président de la RDC, celle d'améliorer les conditions de vie des Congolais. La signature de cet accord est un signal fort, selon le directeur général de l'Agence nationale de l'électrification et de services énergétiques en milieux ruraux et périurbains. La RDC a mis en place ces fameux fonds Mwinda qui a beaucoup d'ambition
Et ces fonds a eu l'honneur d'être capitalisés en début de cette année par le chef de l'État avec une contribution symbolique mais significative de 5 millions de dollars. Et donc l'ambition du fonds, comme vous le savez, c'est plutôt réunir 500 millions de dollars. Les discussions sont très avancées et nous avons espoir que nous pourrons arriver, en tout cas d'ici peut-être la fin de l'année, à réunir ne fût-ce que la moitié de ces montants. Pour avancer dans cette direction, il faut qu'on lance une phase pilote que nous appelons phase consacrée à la recherche. C'est cette phase que nous sommes en train de lancer aujourd'hui avec 3 entreprises en fait, qui ont été sélectionnées déjà par le passé dans un processus similaire avec la Banque mondiale. Les signataires de cet accord se disent déterminés à accompagner le gouvernement pour l'électrification du pays. Pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment une journée historique parce que ça marque le lancement de Fonds Winda. Et nous sommes vraiment prêts d'accompagner le gouvernement sur l'électrification du pays. Nous sommes très fiers de faire partie du pilote du Fonds Winda. Et nous sommes fixés un objectif ambitieux de pouvoir distribuer 1 million de produits énergétiques modernes d'ici 2025 pour ainsi accompagner l'objectif de notre gouvernement à électrifier des millions de ménages dans notre pays. Le Fonds Winda s'inscrit dans le cadre d'un engagement plus large du gouvernement congolais en faveur d'une approche inclusive d'accès à l'électricité. Suspension des mandataires, arrestation du sénateur Augustin Matata Pogno, l'action de l'IGF, le CNRF ainsi que la justice, voilà les différents sujets qui ont été abordés par le coordonnateur de l'association congolaise pour l'accès à la justice. Au cours d'un point de presse tenu ce mercredi, Georges Kapiamba appelle la population à soutenir toute action qui va dans le sens du développement. Concernant la suspension des mandataires publics, ACAJ salue les débuts de l'exécution de l'instruction du président de la République quant à la mise à l'écart de certaines personnes indexées dans les enquêtes de l'IGF. Entreprise pour assurer la gestion. On vous dit au même moment, voilà les règles que vous devez respecter. Mais dans les mêmes lois-là, on vous dit, si vous ne respectez pas ces règles, vous pouvez encourir la sanction comme la révocation. Mais quand vous arrivez là-bas, vous commencez à vous comporter comme propriétaire de l'entreprise. Mais écoutez, on vous met de côté, on vous applique la loi. Pour les travail abattus par la cellule nationale des renseignements financiers, Georges Kapiamba se dit satisfait et demande à la population de soutenir l'action des dirigeants qui se distinguent dans la gestion de la chose publique. Donc aujourd'hui, la CNRF permet de combattre ces comportements de ces personnes physiques et morales. Il était indispensable, selon lui, que l'ancien Premier ministre Matata Pogno soit auditionné par la justice pour que la population soit éclairée sur certains griefs lui reprochés, en rappelant la justice de s'activer sur tous les dossiers en litige selon les différents cas. ACAJ recommande aux autorités la mise en place d'une haute autorité pour la transparence de la vie publique. Celle-ci pourrait être une institution indépendante chargée de contrôler la gestion publique du pays. La situation des déplacés reste extrême, préoccupante. Dans le site des déplacés, les enfants meurent d'anémie et de malnutrition sévère. Selon le programme national de nutrition, la moyenne de malnutrition est évaluée à près de 11%. La nourriture, les médicaments manquent, tout manque. Ces déplacés appellent le gouvernement et même la communauté internationale pour une véritable prise en charge afin d'éviter le pire. C'est une désolation humanitaire en province de l'Ituri. Au site de Tsere et de Kanyati à côté, les déplacés sont dépourvus des nécessaires, privés d'assistance depuis 9 mois. Dans sa case faite de briques et broc, Madame Ngave prépare du sombé sans huile. Ça fait 8-9 mois sans assistance. Samaritan nous a remis quelque chose, mais c'est fini déjà. Et le gouvernement pense quoi finalement? Pas de prise en charge sanitaire et alimentaire. Au moins 5 enfants meurent chaque semaine d'anémie et de malnutrition. Un enfant venait à peine de rendre l'âme.
Nos enfants meurent, pas de médicaments. Je n'ai rien à donner à mes enfants. Mon cœur est fatigué. Mon enfant pleure, il a faim. La moyenne de la malnutrition aiguë sévère est de 11,2% en Ituri. Les enfants déplacés sont plus touchés, précise le programme national de nutrition à Bunia. Le groupe de soutien de l'honorable Gracia de Saint-Nicolas Irachan s'est rendu aux 2 sites pour s'imprégner des conditions de vie de ces déplacés. Le constat est très amer. Je vous dis, la situation est catastrophique. Ils vivent très mal. Il faut des assistances alimentaires, sanitaires et même des assistances scolaires. Ces déplacés plaident pour une assistance urgente et le rétablissement des conditions sécuritaires dans leur village d'origine. L'équipe du député national Elie de Bunia insiste sur la mobilisation nationale et internationale en faveur de ces vulnérables. Le gouvernement doit agir. Que la première dame songe aussi à l'Ituri. L'Ituri compte ces jours plus d'1 700 000 personnes déplacées qui ne savent plus à quel saint se vouer. 70 combattants du groupe armé Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains opérant dans le territoire de Massissi se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo avec 65 armes. C'est le gouverneur militaire de cette province qui a officiellement reçu ces éléments ce mercredi à Kichanga, à plus de 150 km de la ville de Goma, dans le territoire de Massissi. Il s'agit d'abord d'une importante quantité d'armes que le groupe armé Alliance nationaliste des Congolais pour la défense des droits humains opérant dans les territoires de Massissi a remis au gouverneur militaire du Nord Kivu. Pour ce mouvement rebelle, c'est une façon de répondre à l'appel du président de la République qui veut pacifier l'Est de la RDC. Nous avons écouté l'appel du président. Alors, comme le gouvernement actuel n'est pas comme les gouvernements précédents, quand même, le gouvernement est dirigé par les patriotes qui aiment les Congolais. Raison pour laquelle nous avons voulu vraiment venir, lui accompagner, lui aider aussi dans la restauration de la paix. Nous avons amené 65 armes, dont 63 AK-47 et 2 RPG. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Constant, a officiellement récupéré ses armes et rendu et a encouragé ces derniers pour avoir suivi la voie de la raison. C'est la deuxième reddition à l'espace d'1 mois dans le territoire de Massissi. Mais la société civile locale a encore des inquiétudes. Il y a des inquiétudes parce que souvent on ramène les rebelles et après il n'y a pas de suivi. Et quand il n'y a pas de suivi, ils reviennent en position de force, on les laisse et ils reviennent en position de force. C'est mieux de les déplacer et de les former pour qu'ils intègrent l'armée. Notons que ces rendus au sein des forces armées de la RDC ont été directement conduits au centre de regroupement de Mumbabiro dans le territoire de Massissi. La société civile et forces vives de Tanganyika s'insurgent contre la déstabilisation des institutions de cette province. Elle sollicite par ailleurs l'implication des autorités compétentes pour mettre fin à cette situation. La société civile du Tanganyika et les mouvements citoyens de cette province sont préoccupés par la situation qui prévaut dans le Tanganyika. Une situation caractérisée par la déstabilisation des institutions, les violations de droits de l'homme, la violation de la constitution et des textes légaux, ainsi que le non-respect des procédures et règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale. Toutes ces dénonciations sont contenues dans une pétition signée par plus de 28 000 personnes. Délégués par leur père, Modeste Kabazi, président de la société civile, François Koulou et François Kafili, respectivement coordonnateurs des mouvements citoyens et coordonnateurs adjoints, ont fait la ronde des institutions pour déposer ce document qui contient les desiderata des fils et filles du Tanganyika. Première étape de cette ronde, la Commission nationale de droits de l'homme. Ici, le président de CNDH, Mwamba Mushikonkwe, échange avec ses hôtes et leur promet son implication. Et nous osons croire que d'ici là, les dossiers de la province du Tanganyika va être remis à acquis de droit pour un suivi et la correction de certains éléments qui méritent bien qu'on puisse le faire dans de bonnes conditions, que le dossier soit suivi dans de meilleures conditions. Le président de la société civile du Tanganyika et sa suite vont se rendre également chez le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour le même exercice. Et enfin, le palais du peuple, siège du Parlement, constituera la dernière étape de cette ronde.
Pour rappel, c'est depuis le mois de mars 2021 que le climat politique s'est détérioré dans cette province, devenue pourtant havre de paix sous le leadership du gouverneur Zoé Kabila, qui sera d'ailleurs déchu à l'issue d'une procédure cavalière ne respectant aucun principe légal, ni la Constitution, encore moins le règlement d'ordre intérieur. Voilà pourquoi la société civile et les mouvements citoyens du Tanganyika exigent qu'une commission d'enquête parlementaire mixte soit diligentée pour que la vérité des faits soit rétablie. Dans la province du Haut-Uélé, le corps du monseigneur Richard Domba a été inhumé après des hommages du gouverneur Christophe Baseanenanga. La cérémonie avait eu lieu le 2 juillet dernier à la cathédrale Saint-Martyr de l'Ouganda. Au cours de cette messe de requiem dite ici par l'archevêque de Kisangani et président de la Senko, Monseigneur Marcel Outembitapa, qu'entour d'autres évêques et prêtres, les derniers hommages dignes sont rendus au défunt évêque du diocèse de Dungu-Doruma, Monseigneur Richard Domba Madi. Le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Baseanenanga, n'est pas en reste avec les siens ici dans la cathédrale de Dungu. Adieu à ces dignes fils du Haut-Uélé. Mes hommages les plus déferents à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a daigné accepter que ces obsèques soient organisées à ce moment où le pays est marqué par des conditions sanitaires difficiles suite à la pandémie du Corona-19. Sur ce, j'interpelle chacun de nous à mettre en pratique les mesures de précaution édictées par les autorités compétentes. Le président de la Senko est revenu dans son homélie sur l'engagement du feu, Monseigneur Richard Domba, un modèle pour l'Église et la vie chrétienne. J'adresse aussi mes remerciements au gouverneur de la province du Haut-Uélé pour la contribution financière allouée particulièrement pour le transport du corps de son Excellence Monseigneur Domba de Goma à Dungu. Décédé à Kinshasa le 3 juillet dernier, le troisième évêque de Dungu-Doruma, Monseigneur Richard Domba Madi, est inhumé dans la cathédrale Saint-Martyr de l'Ouganda de Dungu, lundi 12 juillet 2021, après une messe de requiem en présence de plusieurs autres personnalités, dont le gouverneur Christophe Baseanenanga. La société civile de Mai-Ndombe salue les efforts consentis par le gouverneur intérimaire Jacques Bombaka, qui a lancé dernièrement les travaux de construction d'une aérogare à Inongo, un geste encouragé par la population déjà fatiguée autrefois des promesses non tenues. C'est fait. Le gouverneur intérimaire de la province de Mai-Ndombe, Maître Jacques Bombaka, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'une aérogare moderne à l'aérodrome d'Inongo. Prenant la parole des circonstances, le maire de la ville d'Inongo a indiqué que les actions doivent primer en lieu et place des paroles, d'où la population veut voir des réalisations palpables et non des promesses fallacieuses. Nous espérons, monsieur le gouverneur, son excellence, que ce ne sera pas le dernier geste. Pour l'ingénieur constructeur de la société Nouvelle Vision du Congo, cet ouvrage construit en matériaux durables aura plusieurs appartements et sera construit selon les normes. Je pense que vous voyez déjà là derrière moi, il y a la maquette. Que nous avons un bureau du commandant et d'autres bureaux que le commandant va affecter le service. Nous avons un grand hall pour d'autres services dont la DGM et autres. Et nous avons la salle d'embarquement. Donc pour les passagers qui vont voyager. À en croire le commandant de la RVA Inongo, cet acte posé par le gouverneur intérimaire de Mai-Ndombe est à louer. Dans son message devant l'assistance, le gouverneur intérimaire a fait savoir que le gouvernement provincial de Mai-Ndombe, qu'il a la mission de diriger en ce jour, connaît un grand retard où l'heure a sonné pour se rattraper. Il est l'heure maintenant de prendre les choses à main, diriger les choses comme au front, afin que dans un temps record, nous puissions récupérer le temps perdu. Pour rappel, le gouverneur intérimaire a promis de lancer dès la semaine prochaine plusieurs chantiers pour doter Mai-Ndombe de belles infrastructures afin de permettre aux services publics de travailler dans des conditions requises. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres.
Depuis ce mercredi, le processus de désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante a bel et bien débuté. Les confessions religieuses ont 14 jours pour désigner le nouveau président de la CENI. En Ituri, la situation des enfants dans les camps des réfugiés inquiète. Le programme national de nutrition évoque une moyenne de malnutrition d'à peu près 11%. Ils exigent une réaction du gouvernement avant qu'il n'arrive le pire. Des bonnes nouvelles dans le Nord Kivu par contre, où des dizaines de miliciens ont déposé les armes. C'est le gouverneur militaire qui a présenté ses résultats de l'état des sièges à la presse. A tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Banque centrale du Congo, le gouverneur. Démenti du gouverneur sortant de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo. Objet, les fausses informations circulent dans les réseaux sociaux faisant état de mon adhésion dans un parti politique et d'autres déclarations incendiaires. Je voudrais informer le public que je ne dispose pas des comptes Twitter et ne suis pas actif sur les réseaux sociaux, comme le laisserait croire des faux messages tweets qui sembleraient provenir d'un faux compte Twitter dont je serais le titulaire. En effet, des personnes mal intentionnées qui visent à salir ma personnalité ont créé et m'ont attribué un faux compte Twitter dont le contenu est de nature à jeter l'opprobre non seulement sur ma personne, mais aussi sur les institutions et les hautes personnalités de notre pays. Les allégations négatives et répétitives émises par ces malveillants n'engagent aucunement ma modeste, humble personne. Bien plus, ces allégations sont le témoignage d'un acharnement planifié contre ma personne. Je dénonce cette énième tentative orchestrée par ces malveillantes personnes dont le seul objectif est de salir ma personnalité. Et conformément aux lois de la République et aux droits des citoyens qui sont garantis à tout Congolais, je me réserve le droit de saisir les instances judiciaires pour que les faussaires soient poursuivis par la justice. C'est signé Deogracias Mutombo Mwananyembo.